Beaucoup de couples se forment à des fins qui n'ont absolument rien à voir avec l'amour. Examinons les principales raisons que j'ai pu recenser au cours de ces 20 dernières années. Pour combler un vide que l'on ne parvient pas à remplir par soi-même. Nous voici en plein cœur de la dépendance affective dont je vous parlais au chapitre 6. Nous ne sommes pas capables de nous apporter l'amour dont nous avons besoin et nous comptons sur quelqu'un d'autre pour le faire. Paradoxalement, c'est aussi ce qui fait couler certains couples, car le demandeur s'aperçoit que son nouvel amoureux n'est pas en mesure de combler ce vide qui est en lui et il préfère mettre un terme à la relation, souvent naissante. Normal, car encore une fois, ce que ces demandeurs recherchent chez l'autre ne peut pas leur être fourni par une autre personne. Ils sont les seuls à pouvoir se le donner. Ils vont dans ces cas-là invoquer toutes sortes de raisons pour mettre fin à cette relation, quitte à tout mettre sur le dos de leur partenaire. Mais jamais la véritable raison, à savoir qu'ils ne peuvent pas lui procurer ce que eux-mêmes ne sont pas capables de s'apporter. Commencez donc par faire ce travail sur vous-même, en vous aimant et en vous donnant ce que vous voudriez recevoir d'une autre personne. Là, vous ne vous jeterez plus sur la première occasion venue, même si elle ne vous convient pas, simplement pour recevoir un peu de tendresse. D'autre part, nous avons toutes et tous besoin de solitude à certains moments de notre vie. C'est rigoureusement impératif. Ceux qui s'y dérobent finissent toujours par être rattrapés. Malheureusement, dans ce cas, cette solitude leur est imposée par la vie plutôt que d'être choisie par eux, ce qui entraîne des moments peu agréables. Alors, acceptez de n'avoir personne dans votre vie à certaines époques et de rester seul, avec vous-même, pour vous retrouver. Après ça, la vie mettra assurément sur votre route une personne idéale, mais pas avant. Et forcer les rencontres, alors que ce n'est pas le moment, ne fait que créer des couples dont l'histoire ne durera pas. Deuxième raison, parce que l'on traverse une période difficile et que l'on a besoin d'une épaule sur laquelle se reposer. L'amour n'est pas un service qu'on se rend, c'est un choix que l'on fait, celui d'une personne avec laquelle on décide de partager sa vie, parce que on l'estime digne de confiance et d'amour. Toutefois, des couples prennent régulièrement naissance dans des moments délicats de l'existence. On se console mutuellement, on se soutient. C'est un service, une solidarité, mais ce n'est pas de l'amour réel. Mais arrive toujours un moment où toute béquille est inutile, car l'un des deux, parfois même les deux, va mieux. C'est alors que l'histoire s'effondre, car elle n'a plus de raison d'être. Par exemple, je connais un couple qui s'est rencontré aux Alcooliques Anonymes. Ils s'entraidaient quotidiennement dans ce combat contre l'alcool qui était le leur. La femme s'est sevrée assez facilement. Pour lui, ce fut un petit peu plus long. Puis au bout de quelques mois, il a rechuté. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ils se sont séparés très rapidement car elle n'avait plus besoin de sa béquille et elle n'avait plus envie d'être celle de son ami. Mais comprenons-nous bien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rompre avec votre conjoint parce qu'il a un problème ponctuel. Non, bien au contraire. Car s'aimer, c'est partager les bons comme les moins bons moments de l'existence. Et si ce dernier a un problème de travail, d'argent, un deuil ou une déprime naissante, il est normal d'être à ses côtés pour le soutenir. Néanmoins, comprendre et faire preuve d'empathie ne veut pas dire que vous devez prendre sur vos épaules le souci de votre partenaire de vie, au point de vous en rendre malade vous aussi en le faisant vôtre. Son problème est son problème à lui. Et il vaut mieux dans ces cas-là être présent, réconfortant et aimant. Mais il est nécessaire aussi de garder la tête froide pour lui apporter une aide et des solutions précieuses plutôt que de tomber avec lui. Ce n'est pas de l'égoïsme, non, c'est du bon sens qui servira à vous protéger et à lui apporter une présence efficace et active, autre que des pleurs, des doutes et des grincements de dents. Car ainsi, non seulement vous lui prouverez la valeur de votre amour, mais de plus, vous l'aiderez réellement. Comme je vous l'ai déjà énoncé, s'il suffisait d'être triste et en panique pour aider les autres à résoudre leurs problèmes, alors je vous conseillerais de le devenir sur le champ. Mais ce n'est pas le cas. Alors,
Gardez cette distance salutaire entre lui et vous face aux problèmes qui l'accaparent, pour le bien de vous deux. Petite question. Êtes-vous ou avez-vous été dans une relation aidant-aidé? Autre raison pour faire comme tout le monde. Nous vivons dans des sociétés qui nous imposent depuis plusieurs millénaires une vision précise de la réussite. Notamment qu'il faut être en couple et même avoir des enfants, de peur que les autres nous jugent comme ayant raté notre vie. Il est mal vu, voire suspect, de ne pas être en couple. Autrefois, on nommait péjorativement « vieille fille » ou « vieux garçon » une personne qui ne s'était pas encore mariée dès qu'il ou elle avait atteint l'âge de 30 ans. Autant dire qu'il y avait un délai relativement court, imposé par la pression sociale, entre le moment où on sortait les jupons de maman et celui où l'on était supposé se marier avant une supposée date limite de péremption, si vous me permettez l'expression. Dans certaines religions, on trouve même écrit qu'une personne célibataire n'est pas un bon fidèle et qu'il faut fonder un foyer pour être bien vu aux yeux de Dieu sous peine de griller en enfer. Au secours! Au secours! Être en couple est un choix et non une nécessité. Qu'y a-t-il de mal à vouloir rester célibataire si c'est ainsi qu'on en a décidé? Petite question. Avez-vous subi une pression sociale, familiale ou religieuse pour vous mettre en couple? Autre raison pour refaire le passé. Nous sommes toutes et tous dépendants de nos programmations et de notre passé tant que nous n'y avons pas remédié. Et il y a souvent la volonté d'être en couple pour réussir là où nos parents ont échoué ou bien là où nous avons nous-mêmes failli quelques années auparavant. Mais là encore, cela ne peut pas fonctionner. Car si vous voulez avoir un conjoint pour racheter le passé, ça n'est pas de l'amour, c'est de la vengeance. Si c'est pour faire en mieux ce que vos parents n'ont pas réussi, alors vous allez attirer à vous, inconsciemment mais volontairement, une personne ressemblant trait pour trait aux parents qui a posé problème quand vous étiez enfant. Ou bien vous allez vous comporter comme lui, sans vous en rendre compte, pour finir par arriver au même résultat que vos parents. Il en sera de même si vous désirez construire une nouvelle union pour conjurer la précédente qui ne s'est pas bien passée. Ou pire, pour prouver à votre ex qu'il a perdu gros et que vous êtes heureux aujourd'hui sans lui avec votre nouveau conjoint. Ça, c'est de la manipulation, pas de l'amour. Alors, petite question. Rencontrez-vous souvent des personnes ressemblant à l'un de vos parents? Avez-vous quelque chose à prouver en étant dans une relation? Enfin, dernière raison, pour satisfaire votre zone de confort. Beaucoup d'entre nous ont tendance à être en couple pour une raison fallacieuse qui n'a rien à voir avec l'amour en soi. Ces raisons finissent toujours par réveiller de vieilles plaies ou créer des problèmes en tout genre. Comme je l'ai déjà expliqué précédemment, mais c'est important et je préfère me répéter, bien souvent, nous attirons le même type de personnes. Et la raison est simple. Nos programmations nous poussent systématiquement vers elles, car celle-ci rassure notre zone de confort. C'est toujours le même genre de conjoint, celui dont vous avez l'habitude, même si vous avez conscience du fait que cette catégorie d'individus ne vous convient pas. À l'inverse, nous attirons parfois des personnes radicalement différentes, mais cela ne dure jamais très longtemps, même si ces individus présentent de grandes qualités. Car la zone de confort n'est pas habituée à ce que vous connaissiez ce genre de relation. Elle n'aime pas ça, et elle fera tout son possible pour vous ramener à ce qu'elle connaît, même si c'est dans une relation avec une personne toxique. Alors, petite question. Demandez-vous si vous tombez souvent sur le même type de caractère. Mes amis, la véritable bonne raison pour être à deux, c'est de s'aimer soi-même et de vouloir partager ce bien-être avec une personne, parce qu'elle est elle, parce qu'elle vous convient, sans aucune dépendance de part et d'autre. On parle ici d'un choix et non pas d'une nécessité. Toutefois, certaines règles sont à respecter si on veut éviter l'écueil. En voici quelques-unes que j'ai très fréquemment constatées.
L'objectivité. Beaucoup de personnes changent l'image de leur caractère au début d'une relation afin de séduire leur nouvelle conquête. On présume que la personne attend un caractère comme ceci ou comme cela. Et de là, on porte un masque afin de lui plaire, d'être sûr de lui convenir et pour faire en sorte que cette rencontre se transforme en une véritable histoire d'amour. Mais au bout de quelques mois, le vernis craque. On étouffe sous notre masque et nous finissons par retrouver notre véritable caractère. C'est alors que notre conjoint se dit que nous ne sommes pas vraiment comme il lui semblait quand il nous a rencontrés et qu'il y a donc tromperie sur la marchandise. Ce qui nous fait agir ainsi est ce besoin d'être aimé et d'être en couple à tout prix. On est prêt à n'importe quoi pour y parvenir, même à travestir notre nature profonde. Or, si vraiment on s'aime soi-même, on n'a pas besoin de porter des masques pour parvenir à décrocher un conjoint. Car, dans ce cas, on n'est pas pressé. On comprend qu'il faut rester soi-même sans contrer sa véritable nature afin qu'elle s'épanouisse. Pour qu'une relation soit enracinée, il faut que chacun puisse voir qui est l'autre et que chacun puisse être lui-même. Si cela fonctionne, tant mieux. Si cela ne fonctionne pas, alors au suivant. Beaucoup d'unions s'effondrent au bout de quelques mois parce que les protagonistes sont allés trop vite en besogne. Car c'est oublier que les premiers mois, voire les premières années, ne servent pas à faire des projets à deux, mais plutôt à se connaître et à voir si effectivement on pourra faire des projets à deux. Combien de femmes veulent un enfant d'un homme qu'elles ne connaissent que depuis quelques mois? J'en connais. Si elles ont eu la chance de tomber sur un homme honnête, aimant et sincère, c'est déjà un moindre risque. Mais il y en a pour lesquelles cela se passe moins bien lorsqu'il s'agit d'un homme peu recommandable. Elles découvrent la véritable nature du monsieur en question durant leur grossesse, et dans ce cas, soit elles prennent la poudre d'escampette et se retrouvent seules à élever un enfant qui ne connaîtra quasiment jamais son père, ou bien elles acceptent d'endurer cette relation difficile sous prétexte qu'elles ont un enfant avec cet homme. L'autre risque en allant trop vite est de voir son nouveau partenaire tel qu'on aimerait qu'il soit et non pas tel qu'il est. On a tellement envie d'être en couple qu'on ne relève que ses points positifs, en occultant ce qui semble être moins agréable. Ou bien, on s'aperçoit de ce qui ne va pas en se disant qu'on le fera changer au fil du temps. Non, vous ne ferez rien changer du tout. Ce n'est pas à vous de faire ça. C'est à la personne de prendre conscience des points qu'elle doit travailler et surtout d'accepter de le faire, et uniquement si elle en a envie. Donc, par pitié, arrêtez de penser que cette personne va s'améliorer et que vous allez tout faire pour qu'il en soit ainsi. Si vous vous sentez l'âme d'un psychothérapeute, alors faites-en votre métier, vous verrez, c'est passionnant. Au moins, vous vous ferez payer et en refermant la porte de votre bureau, la journée sera terminée. Mais ne jouez pas à ça à la maison car vous allez vous épuiser. Attention, je ne suis pas en train de dire que personne ne change, bien au contraire, sinon je n'écrirais pas ce livre. Je suis plutôt en train de vous expliquer que c'est à chacun de faire les démarches nécessaires au changement pour lui et non pas pour une autre personne ou à cause d'elle. Et d'un autre côté, vous n'avez pas le droit d'obliger quelqu'un à changer. Cette démarche doit venir de lui, sinon c'est du dressage. Et la personne finira par étouffer, ce qui mettra un terme à la relation, bien souvent dans des circonstances peu reluisantes du reste. Laissez-la être. Si ce que vous constatez vous plaît, alors poursuivez. Sinon, faites ce qu'il y a à faire. Et si vous voyez un potentiel positif chez une personne, n'oubliez pas qu'elle ne le développera peut-être jamais. Vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Alors, tenez-vous-en uniquement à la réalité du moment et non pas à des conjectures et des probabilités. Je rencontre fréquemment des personnes qui vivent l'enfer avec leur conjoint, mais qui restent en couple avec lui parce qu'elles croient sentir un fort potentiel d'amour et de tendresse en lui qu'elles espèrent voir se développer. Mais un potentiel reste un potentiel, et non une réalité du moment. Et en prenant un cas extrême, je dirais que certaines personnes voyaient un potentiel d'amour en Adolf Hitler, ne serait-ce qu'Eva Braun. Pensez-vous vraiment qu'il l'ait développé? Ça m'étonnerait. D'où l'importance primordiale de travailler avec le chapitre consacré à l'amour de soi,
de vous aimer et de vous défaire de votre dépendance affective plutôt que de vous jeter sur le premier venu comme si vous n'aviez pas mangé depuis 3 mois. L'une de mes élèves avait voulu tenter une histoire avec un homme particulièrement radin. Elle avait remarqué ce travers dès le début de leur relation, mais elle se disait qu'avec le temps, elle parviendrait à le faire changer et qu'elle le pousserait à mieux profiter de son argent, qu'il avait en très grande quantité. Je précise que cette femme est une personne très droite, généreuse et pas du tout intéressée. Au début, il se contentait de ne jamais avoir d'attention délicate à son égard et de faire en sorte que chacun paye sa part au restaurant. Au bout de quelques mois, pour faire des économies sur le fuel alors que c'était l'hiver, il n'allumait plus son chauffage la nuit alors qu'il ne faisait que 13 degrés dans la chambre. C'est la même chose pour l'eau chaude, et il lui fallait prendre des douches quasiment glacées chaque matin. Est arrivé un moment où mon élève n'en pouvait plus, et elle a mis fin à la relation, constatant qu'elle n'arrivait décidément pas à le faire changer, malgré ses multiples tentatives. Selon lui, il était ainsi et il n'avait pas à changer, et ce, même si sa première femme l'avait laissé pour ces mêmes raisons après 15 ans de mariage. Et pour l'histoire, mon élève est aujourd'hui marié avec un homme charmant. Quant à cet homme, il est décédé, peu d'années après, seul, et tout son argent a été pris par le fisc, car il n'avait aucun héritier. L'autre cas dans lequel la précipitation se retourne facilement contre vous est le coup de foudre mal géré. Vous rencontrez une personne, vous êtes complètement anesthésié en ayant l'impression de l'avoir toujours connue et vous agissez avec elle comme si c'était vraiment le cas. Faux. Vous ne la connaissez pas depuis toujours. Il y a un fort courant qui passe, vous vous sentez bien avec elle et vous êtes séduit. C'est très bien. Mais vous ne savez rien d'elle. Vous n'êtes pas au fait de son histoire, de ses programmations, vous n'êtes pas dans sa tête. Un jour, cette personne vous déçoit car elle ne réagit pas comme vous l'aviez prévu, comme vous auriez agi, ni comme vous pensiez qu'elle allait agir. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on ne la connaissait pas. C'est la douche froide, et vous lui en voulez. Mais je suis désolé de vous dire que le problème vient de vous, et non pas d'elle. Car vous aviez tenu pour acquis que vous la connaissiez dès les premières minutes que vous avez passées ensemble, et vous avez vécu votre histoire avec elle sur cette base. Et c'est vous qui avez bâti votre opinion sur elle, en fonction de ce que vous pensiez qu'elle était. Mais ce n'était pas elle. C'était une image que vous aviez d'elle. Cette personne n'a fait qu'être elle-même en agissant d'une certaine manière, et non pas telle que vous figuriez qu'elle agirait. Je sais ce que vous allez me dire, mais j'ai l'impression que c'est mon miroir. Oui, effectivement, un miroir. Un miroir reflète une image de vous, mais ce n'est pas vous. Vous pouvez lancer une pierre dans un miroir, vous reflétant, eh bien, vous casserez le miroir, mais vous ne vous ferez pas mal. Car c'est sur votre image que vous vous acharnerez, pas sur vous-même. Or, une image n'est pas la réalité. Et l'image que vous avez d'une personne reste une image, mais ce n'est pas la personne. Les coups de foudre sont des moments merveilleux à vivre, et je vous souhaite d'en vivre au moins un dans votre vie. Mais après cela, prenez votre temps pour vous découvrir l'un et l'autre. À l'inverse, n'oubliez pas non plus que personne n'est parfait. Tout simplement parce que la perfection est une notion subjective. Ce qui est parfait pour vous ne l'est pas forcément pour une autre personne. C'est pourquoi il y a des personnes qui se correspondent plus que d'autres, en fonction de leurs envies du moment et de leur caractère. Il s'agit de savoir si vous pourrez composer avec les petits travers de l'autre, en n'oubliant pas qu'au fil des ans, vous les percevrez de plus en plus intensément. Mais il y a peu de chances pour que vous rencontriez la personne qui correspondra à 100% de ce que vous recherchez. Prenez le temps, observez, fiez-vous à votre ressenti, entrez dans une certaine routine, soyez impartial en sa présence, apprenez à vous connaître l'un et l'autre. Voyez cette personne telle qu'elle est et non telle que vous voulez qu'elle soit. Après, vous pourrez vous faire une idée plus objective. Ça fonctionne? Tant mieux. Ça ne va pas? Ne vous forcez pas. Car si vous ne ressentez pas les choses positivement maintenant,
Ce n'est rien d'autre que votre moi supérieur qui vous déconseille d'entrer dans cette histoire et ça ne changera pas avec le temps.